Où va la France? C'est la question que pose Jean-François Bayard, politologue et professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, dans les colonnes du quotidien national suisse Le Temps. Cette tribune d'opinion venant de chez nos voisins helvètes a largement été partagée en France ces derniers jours, dans un contexte que vous connaissez, un contexte politique explosif depuis l'adoption de la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Mais pour Jean-François Bayard, cette réforme n'est que le symptôme de l'épuisement du gouvernement macroniste, pire, celui d'une crise politique profonde qui enfle depuis bien 30 ans. Sans prendre de pincettes, on va le voir, le politologue qui a aussi longtemps été directeur de recherche au CNRS parle d'Emmanuel Macron, le président français, comme, je cite, d'un enfant immature, narcissique, arrogant, sourd à autrui et plutôt incompétent. Mais au-delà de ces adjectifs qualificatifs peu reluisants, qu'est-ce que dit précisément M. Bayard? Quels sont les éléments qui le poussent à affirmer que le président Macron vit dans une réalité parallèle et que la France dérive vers ce qu'on appelle une démocratie illibérale? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui dans ce nouvel entretien d'actu. Bonjour Monsieur Bayard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je vais commencer avec le début de votre article, c'est-à-dire que vous écrivez « Où va la France? Se demande la Suisse ». C'est comme ça que vous commencez votre article. Vous êtes pourtant français, et rien que français. Absolument. Voilà. Bien que ça fait cela 15 ans que vous enseignez du coup à Genève. Deux questions pour commencer. Pourquoi avoir choisi de parler dans le temps depuis la Suisse? Et aussi pourquoi la Suisse cherche-t-elle peut-être à savoir où va la France? La deuxième question, il est facile d'y répondre. La Suisse est un pays voisin. Vous avez d'ailleurs beaucoup de Français qui vivent en Suisse et pas forcément des gens du CAC 40. Il y a beaucoup de frontaliers qui travaillent en Suisse. Et Genève elle-même se vit certes comme une ville suisse, mais avec un rapport privilégié avec la France. D'abord parce que Genève n'a été rattachée à la Suisse qu'au lendemain de la Révolution française, dans le sillage du Congrès de Vienne. En 1815, et d'autre part parce que les Genevois aiment à rappeler avec un brin d'exagération que l'université de Genève a été créée par un Français, un certain Jean Calvin. Bon, en réalité, l'université de Genève à l'époque de Jean Calvin, c'était plutôt ce qu'on appellerait une madrasa dans les pays musulmans. Elle n'est véritablement devenue une université au sens moderne du terme qu'au XIXe siècle, mais c'est une autre histoire. Très intéressant dans le passage. Ouais. Donc, les Suisses sont évidemment intéressés par l'évolution de la France. Ils n'y comprennent pas grand-chose, tout d'ailleurs comme les Français ne comprennent strictement rien au fonctionnement de la société politique suisse. Mais j'ai l'habitude de dire que pour un Français, il est plus facile de comprendre les Bambara ou les Wolofs en Afrique de l'Ouest que la société suisse. Bon. Donc il y a cette relation qui est intéressante, à la fois une très grande curiosité et une très grande perplexité du lectorat suisse, y compris francophone, quant à ce qui se passe dans notre pays, la France. Et pourquoi alors du coup avoir choisi, vous Français, de vous être exprimé sur la France, votre pays, depuis ce pays-là? Alors, au moins trois raisons, outre le fait que j'y enseigne et que, d'une certaine manière, je suis devenu quelque peu genevois, tout en étant effectivement français, nul n'est parfait. La première raison, c'est une raison positive. J'aime le journal Le Temps, ce n'est pas le premier papier que je publie dans Le Temps, et j'ai toujours apprécié dans ce journal la rigueur professionnelle, le respect des auteurs qui interviennent, ou des auteurs, des chercheurs qui sont interviewés. Donc ça me faisait plaisir de donner ce papier au Temps et j'en suis d'autant plus heureux qu'apparemment le papier marche très bien et que le nombre de vues sur Internet, le débat autour de cette tribune, à mon avis, contente la rédaction du Temps. Donc voilà, je suis très heureux de cela. La deuxième raison, c'est que je n'avais pas envie de donner ce papier à des journaux français. D'abord parce que leurs méthodes de travail sont souvent assez contestables. Ils prennent un temps fou à répondre, ils négocient les papiers, ils les amputent. C'est vrai des grands quotidiens. Mais c'est parfois, disons, les grands quotidiens qui tiennent le haut du marché. Le Monde, Libération. Du quotidien, le Monde, Libération. Bon, le Figaro, à vrai dire, la question ne s'était pas tellement posée pour moi vu la teneur du papier.
la Croix, qui sont des journaux que je respecte et avec lesquels j'ai collaboré. D'ailleurs, j'ai publié dans ces journaux. Mais c'est toujours extrêmement compliqué. Et puis, surtout, je suis arrivé à la triste conclusion que ce que je faisais et ce que j'écrivais n'intéressait absolument pas ces journaux. Et j'en veux pour preuve que mon dernier ouvrage, L'énergie de l'État, qui est quand même un gros bouquin, 780 pages, qui n'est pas simplement comme ça un bouquin égotiste, mais qui représente véritablement un point d'aboutissement d'une discipline universitaire, la sociologie historique du politique. Il y a beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité la plus immédiate. Eh bien, ce livre n'a fait l'objet d'aucune ligne dans aucun des journaux que j'ai cités. Alors, il y a une exception, d'ailleurs, que je n'ai pas citée, c'est l'Humanité, qui a consacré une double page d'entretien à ce livre et à son auteur, par voie de conséquence. Mais manifestement, ce que j'ai à dire, non seulement sur la situation politique française, mais également sur ce qui se passe en Inde, en Ukraine, dans les pays, j'aime pas tellement l'expression dit musulmans, en Afrique, etc., etc., n'intéresse pas, ces journaux n'intéressent pas le public français, en tout cas n'intéressent pas les médias, ce qui est un petit peu différent. Je pense qu'ils intéresseraient la preuve. Votre papier rencontre un écho important en France. Et alors, c'est d'autant plus notable que, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout paranoïaque. Je sais que je suis un privilégié du système universitaire français. J'ai toujours pu publier dans les journaux français avec quelques déboires, quelques désagréments, mais enfin, on y arrive. J'ai toujours été publié par d'excellentes maisons d'édition en France, mais je constate que les livres que je publie aujourd'hui sont beaucoup moins couverts par la presse qu'auparavant. Alors, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que j'écris des livres moins bons maintenant qu'avant. C'est possible, mais il faut quand même le démontrer. La deuxième hypothèse, qui est à vrai dire beaucoup plus préoccupante, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un débat public qui tourne le dos à certains efforts intellectuels. Il y a une forme de poujadisme intellectuel. Les chercheurs... Alors, d'ailleurs, je m'en glorifie. Hein, le chercheur, c'est un emmerdeur, parce que c'est un empêcheur... Oui, il est là pour chercher. Voilà. Et c'est un empêcheur de penser en rond. Mais voilà, c'est fatigant. Que comme le disait Guy Hermet, qui était non pas mon directeur de thèse, mais qui m'a vraiment fait rentrer dans le métier, dans un entretien que nous avons fait avec lui il y a 2 ans, moi, j'écris des livres fatigants à lire. Et bien, manifestement, les médias français aujourd'hui ne veulent pas se fatiguer à lire des livres de sociologie politique. Bah alors, du coup, on se pose la question, je vous la pose. Alors, pour la Suisse, pour le coup, pour vous, elle va où la France? Commençons. En quelques mots. Je ne suis absolument pas ce que l'on appelle déclinologue. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le récit du déclin français. Vous savez que ça fait les choux gras, justement, d'une certaine droite, et d'un certain courant de pensée. Ça n'est pas du tout ma perception des choses. Je suis d'ailleurs toujours bluffé du dynamisme de la société française. Bon, il se trouve que pour des raisons personnelles, je passe notamment pour travailler, pour écrire 3 mois en Ardèche, dans une maison isolée. À Aubenas, qui est une petite ville, le bassin d'Aubenas, ça doit être 10 ou 15 000 habitants. Au mois de novembre, donc complètement en dehors de la saison touristique, la maison de l'image à Aubenas, qui est une structure d'éducation populaire, organise avec le cinéma coopératif des rencontres des cinémas d'Europe, plutôt à essai, version originale sous-titrée. En une semaine, ils font 25 000 entrées. 25 000 entrées de cinéma dans une ville. Donc il y a un dynamisme, voilà. Un dynamisme culturel. Je prends cet exemple parce que je connais, que je contribue d'ailleurs à ces rencontres des cinémas d'Europe. Mais cela, vous pouvez le constater dans l'ensemble. Donc je ne suis absolument pas pessimiste sur le dynamisme de la société française. En revanche, politiquement, je suis extraordinairement préoccupé. Et il s'agit d'une question politique. C'est pas une question de Gaulois réfractaires, de Français qui sont incapables
d'épouser la modernité, etc. Malheureusement, j'ai un âge qui me permet de voir que la société française, pour le meilleur et pour le pire, est parfaitement capable d'épouser la modernité. Elle fait preuve d'un dynamisme technologique, d'une capacité d'adaptation aux technologies modernes. On le voit tous les jours. Bon. Donc le véritable problème, c'est un problème politique. Et quand je dis politique, ça inclut bien entendu la dimension économique, la dimension sociale. Mais il n'y a pas, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, il n'y a pas comme ça une espèce de technique économiciste qui serait distraite des rapports sociaux, des rapports politiques ou de l'imaginaire culturel. Nous n'avons pas d'alternative, qui est le grand slogan de Margaret Thatcher et qui aujourd'hui est repris par Emmanuel Macron. Pour un spécialiste de la sociologie historique et comparée du politique, c'est MDR, mort de rire. C'est évidemment une posture politique et qu'il faut combattre, en tout cas en ce qui me concerne, comme telle. Et dans votre tribune, vous n'avez pas de main morte, comme on l'a vu dans l'intro tout à l'heure. Alors, pour ceux qui l'ont lu, sans doute nous regardent-ils à cet instant, notamment sur la personne même du président Macron, en fait. Vous dites de lui, je vous cite, qu'il n'a jamais rien eu de nouveau. Et sa posture d'homme providentiel est une figure éculée du répertoire bonapartiste. On pourrait vous rétorquer aussi qu'ici, il n'y a rien de nouveau à dire cela, en fait, que la posture de l'homme providentiel en France, c'est assez banal. Mais pour vous, il y a danger. Pourquoi ? Oui, il y a danger. Alors tout d'abord, je ne voudrais pas personnaliser à l'excès la charge. Effectivement, j'assume. Je pense que Macron est une personnalité assez immature et on le voit à nombre de ses comportements et parfois jusqu'à, y compris dans une dimension risible. Le président de la République, Jean-Pierre et le Loup, c'est une espèce de mauvais remake de Louis XIV dansant sur des chorégraphies de Molière. Bon, on voit que le niveau a quand même un peu baissé depuis le XVIIe siècle. Bon. Mais il n'est d'ailleurs pas le premier président de la République à être de manière assez manifeste immature. Je pense que Nicolas Sarkozy avait lui aussi une structure psychologique assez faible, on va dire. Ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, c'est pas une question d'opinion politique. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Hollande ou Chirac ou Mitterrand, quelles que soient les opinions que l'on puisse avoir sur ces personnages, étaient psychologiquement immatures. Donc la vraie question, bien entendu, c'est pas de savoir quelle est l'équation psychique d'Emmanuel Macron. Mais c'est un symptôme. C'est-à-dire comment se fait-il que la société politique française, 2 fois de suite au fond, amène au pouvoir des présidents politiquement et peut-être psychologiquement immature sur une promesse, sur une escroquerie au fond. Alors, je dois dire que Chirac nous l'avait déjà fait quand il avait parlé de fracture sociale. Bon, on avait immédiatement vu ce qu'il en était. Chirac n'était pas prêt à réduire la fracture sociale, mais enfin, ça faisait un bon slogan politique. Nicolas Sarkozy, qui était quand même un pur produit de la droite, ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, s'est présenté comme un candidat de rupture. Emmanuel Macron, qui est un pur produit de la bourgeoisie française, du système français d'enseignement supérieur, de l'ENA, de la direction du Trésor et de la banque d'affaires. Ce qui en soi n'est pas forcément rédhibitoire. Je veux dire, Georges Pompidou aussi est un... Faut-il être d'accord avec cette proposition, bien sûr. Mais Pompidou ne s'est jamais présenté comme un candidat de la rupture. Donc il y a une... On se demande comment la société française et l'électorat français peut être suffisamment crédule pour prendre pour argent comptant ce genre de pétition de principe. Alors, on a déjà au moins un élément de réponse en ce qui concerne Macron 1 et Macron 2, c'est que les gens n'ont pas voté pour Macron. Ils ont voté contre Le Pen. Ce qui d'ailleurs avait déjà été le cas en 2002. Ils ont voté non pas Chirac, mais contre Jean-Marie Le Pen, à l'époque. Et là, on en arrive à une seconde escroquerie, en quelque sorte, une seconde tromperie sur la marchandise. C'est que tous ces présidents qui ont été élus grâce à des voix de gauche et qui, la main sur le cœur, dans l'enthousiasme de la victoire, le dimanche soir, disent, mais bien sûr, je tiendrai compte de ces voix qui ne viennent pas de mon camp, mais qui ont permis de sauver la République, etc., etc. 6 mois plus tard, et même parfois avant, dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est
engagement est passé par perte et profit. Donc ça, c'est une véritable question politique et qui sape les fondements même de la République française, parce que cette succession de scrutins où le vainqueur du second tour n'a tenu aucun compte, on va dire à la louche, de la moitié ou du gros, très gros tiers de voix qui ont permis d'être élus. Donc ça, c'est un déni de suffrage universel. Mais il y en a un autre, beaucoup plus grave, qui a été le référendum sur l'Europe en 2005, qui a donné la victoire ou non. Moi, personnellement, j'avais voté oui, d'ailleurs, mais le non est passé. Et 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy a fait passer par la fenêtre un traité constitutionnel qui avait été chassé par la porte. Donc après, il ne faut pas s'étonner du taux d'abstention, du taux de non-inscription sur les listes électorales, en particulier de la part des jeunes. Donc, bon, on peut dire qu'ils ont tort politiquement, mais enfin, on peut assez facilement l'expliquer. On comprend la mécanique. Et on pourrait également s'inquiéter quand même d'une élection présidentielle en 1995, si mes souvenirs sont bons, vous me corrigerez, où ex post, le Conseil constitutionnel a admis, enfin pas de manière officielle, mais enfin par le témoignage de son président de l'époque, que les comptes du vainqueur, en l'occurrence de Jacques Chirac, avaient été certifiés alors qu'ils n'étaient pas acceptables. Ouais. Donc là, il y a une véritable crise des institutions. Qui ne date pas de Macron. Qui ne date pas de Macron. Macron est un révélateur où il est l'accentuation, l'aggravation. On a l'impression quand même qu'il a conscience de ça et qu'il exploite peut-être l'entièreté de ces dispositions-là, de ces failles, jusqu'à aller faire passer en force la réforme des retraites en disant, voilà, c'est peut-être pas démocratique, mais il le dit pas comme ça, mais c'est dans les clous de la légalité. Oui, de la légalité, mais en tout cas pas de la légitimité. Et malheureusement, ça n'est pas fini, parce qu'il paraît qu'il s'est encore livré à des propos quand même assez provocateurs d'un point de vue politique et d'un point de vue démocratique hier ou ce matin, selon lequel le 49.3 est prévu par la Constitution et qui va continuer éventuellement à gouverner par le 49.3, qui récuse tout gouvernement de coalition qui, il est vrai, est un mode de gouvernement de primitif, de barbare au-delà du Rhin. Bon, effectivement, les Germains votent, ont des gouvernements de coalition, les pauvres, et qui annonce, et ça c'est encore plus grave, que de toute manière, on n'est pas forcé de passer par la loi, il y a les textes réglementaires. Donc Macron, qui a déjà gouverné par ordonnance, annonce très clairement qu'il va contourner le Parlement en promulguant des textes réglementaires pour continuer à snober le suffrage universel. Et justement, le 11 avril, on parlait du second tour, il y a Libé qui rapportait le fait qu'Emmanuel Macron ne voulait plus qu'on lui parle, il ne voulait plus qu'on lui parle du second tour de 2022. Très rapidement, comment vous analysez le fait que d'un coup, il nous dit... le lendemain du second tour, j'ai conscience, ça m'oblige à, etc. Et que le surlendemain, c'est fini, il ne veut plus l'entendre parler. Et que là, peut-être une question en deux questions d'un coup. Il y a au-delà de Macron, on va essayer d'élargir un petit peu du cas français, parce que vous affirmez aussi que notre pays est bel et bien en train d'aller vers un camp que vous dites des démocraties illibérales. Du coup, je pense que c'est lié. Du coup, première question, comment vous analysez le fait que le président ne veut plus écarte totalement cette chose qui est réelle pourtant? Essentiellement en raison de ce que je qualifiais tout à l'heure de son immaturité politique. Uniquement, il est immature. C'est politique. Là, je ne parle pas. Il y a une part effectivement de narcissisme, vous le dites, comme ça. De presque, je ne veux pas dire de mégalomanie, mais enfin quand même une très haute idée de lui-même. Il nous refait un petit peu l'incarnation présidentielle du génie français, mais enfin, il n'est pas quand même le général de Gaulle qui peut ou qui veut. Déjà avec De Gaulle, c'était quand même un peu limite. Aussi, mais là, l'incarnation, et on voit bien que psychologiquement, Macron est quand même un petit peu dans cette démarche. Souvenez-vous, avant même qu'il ne déclare sa candidature, il était, je pense qu'il était encore ministre des Finances, et il était allé honorer la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc.
c'est quand même assez étrange. Si oui, c'est pas à ce moment-là où je crois qu'il disait que la France manquait un roi dans le magazine. C'est la même période. Et à la même période, effectivement, il avait dit que la France était en deuil de son roi, ce qui peut être son opinion personnelle. Il est vrai que les Français ont coupé la tête du roi, mais Macron a oublié qu'ils n'ont jamais recollé. Et là, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que Macron a réactivé une espèce d'imaginaire révolutionnaire, dans un sens évidemment très différent de celui qu'interprète un Jean-Luc Mélenchon. Bon, Jean-Luc Mélenchon adore la Révolution française, etc. Macron est obsédé par la Révolution française, mais manifestement, il ne s'agit pas de la même Révolution française que Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il a réactivé ce répertoire de manière assez provocante, en disant que nous étions orphelins de notre roi. Mais il y a eu un effet boomerang. Et l'effet boomerang, c'était les guillotines en carton sur les ronds-points des Gilets jaunes. Dans les manifestations encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et c'était également la campagne de propos ignobles et haineux à l'encontre de Brigitte Macron, qui reprenait à son corps défendant le rôle de Marie-Antoinette à la veille et pendant la Révolution française. Donc, mais pour mieux répondre quand même à votre question, hormis cette dimension d'immaturité politique, mais qui est extrêmement... immaturité psychologique, il y a une immaturité politique en ce sens que Macron, contrairement à ses prédécesseurs, y compris d'ailleurs Sarkozy, n'a aucune expérience électorale. Il a été élu presque par effraction, par un coup de chance extraordinaire, l'implosion de la candidature Fillon, mais je ne suis même pas certain qu'il ait été élu dans son collège comme représentant de sa classe. Il n'a jamais été élu maire, il n'a jamais été élu conseiller général, etc., député, etc. Un homme comme, pour prendre quelqu'un qui n'est pas franchement de mon bord, vous prenez un Jacques Chirac, certes, il était un haut fonctionnaire, il sortait de l'ENA, mais il n'a pas cessé dans sa vie de faire des campagnes électorales, y compris dans les campagnes, dans sa chaire corrèze. Et donc, il y a une compréhension de la société politique française que des hommes comme ceux-ci ont, et dont Macron est complètement dépourvu. Donc, il ne fait pas de la politique, il fait de la com. Et le soir du second tour, il fait son coup de com', d'ailleurs qui est assez laborieux, parce qu'évidemment, tout ça manquait un peu de pêche, parce qu'on voyait bien que ça avait été qu'il avait été mal élu. Et il le reconnaissait ce soir-là. Mais politiquement, il ne comprend pas le rapport de force, il ne comprend pas le coup pour lui de s'aliéner Laurent Berger, etc., etc. Il se retrouve dans une situation politiquement très délicate. Alors, pour élargir, du coup, comme je disais, à la France, au pays, qui, vous dites, est bel et bien en train de rejoindre les camps de démocratie illibérale, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce que c'est l'illibéralisme, et puis ensuite m'expliquer ce qui vous permet, on a un début de réponse, mais d'affirmer qu'on va vers ça, qu'on va vers l'illibéralisme? Honnêtement, j'ai gardé ce terme de démocratie libérale parce que c'est celui qui fait florès dans le débat public, et que les gens voient immédiatement de quoi il s'agit, par exemple de Viktor Orban ou de Netanyahou en Israël ou d'Erdogan en Turquie. Donc ce sont des gens qui sont élus. C'est pas pareil, encore une fois, là, on y reviendra. Mais ce sont des gens qui sont élus par le suffrage universel. Tout à fait. Ils sont validés par. Et qui néanmoins ne respectent pas l'état de droit. Or, une démocratie, ça n'est pas simplement le suffrage universel, c'est le respect de l'état de droit, y compris d'ailleurs le respect de l'opposition. Donc, j'ai repris ce terme parce que c'est celui qui fait débat, et que mon propos est effectivement de dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Macron, Orban, Netanyahou et, j'assume, Erdogan. Alors, il peut y avoir des... Et là, je voudrais bien insister sur un point, parce qu'il m'a été objecté, mais quand même, vous ne pouvez pas... oui, certains pourraient vous dire, vous exagérez quand même. Il faut bien comprendre que c'est un sociologue du politique qui parle. Oui. Moi, je parle d'une situation, je parle d'un effet de situation. Je ne parle pas des intentions. Admettons même que M. Macron fut animé des meilleures intentions lorsqu'il était élu une première fois, et même une seconde fois, soyons indulgents.
Le problème n'est pas là. Le problème est qu'il est pris dans une logique de situation que, d'une part, il ne comprend pas, et que, deuxièmement, il contribue à nourrir, et qu'il contribue à exacerber. C'est ça le vrai problème. Bon. Alors, par exemple, sa manière de mettre en œuvre sur un mode autoritaire, selon une verticale du pouvoir, et je vous rappelle d'ailleurs que le terme que l'on utilise maintenant en France a quand même été introduit dans le débat politique par un certain Vladimir Poutine. C'est vrai. Donc il gouverne par une verticale du pouvoir, en méprisant ostensiblement les corps intermédiaires. Il l'a dit. Il parle ce qui est scandaleux à propos de ces corps intermédiaires et notamment de la haute fonction publique d'État profond. L'État profond en Turquie, c'est l'alliance entre les mafias, les services de sécurité et la frange la plus douteuse de la classe politique. C'est ça l'État profond. Hein. En France, ils désignent ça comme les hauts fonctionnaires. Les diplomates, notamment les diplomates du Quai d'Orsay qui mettaient en garde contre ces mamours avec Vladimir Poutine. En l'occurrence, l'État profond, que comme il dit, vous voyez, assez juste. Bon, donc vous avez quand même ce mépris des corps intermédiaires qui est complètement assumé par Macron. Il en fait même un mode de gouvernement. Et là, nous sommes évidemment très loin du fonctionnement de la République française, avec ce que cela comporte, non pas de corporatisme, mais d'institutionnalisation du débat, d'institutionnalisation de l'expression des conflits d'intérêts, etc. etc. Et donc, Macron est sur une pente comme ça, glissante, et l'on voit que jour après jour, il descend de plus en plus bas dans le respect. Et évidemment, ce qui a indigné en France, mais dans nombre de pays de l'ensemble de la planète, ce sont ces attaques, enfin, c'était pas les siennes, mais celles de son ministre de l'Intérieur, et ensuite celles de sa première ministre contre la Ligue des droits de l'homme. Oui, donc là, il y a vraiment un point qui a été franchi, et cela a été parfaitement perçu à l'étranger, parce que ce genre de propos, on les attend d'un Erdogan, on les attend d'un Poutine, et éventuellement d'un Netanyahou, pas du président de la République française. Et par cette déclaration qu'il a assumée, parce qu'il n'a désavoué ni sa première ministre, ni son ministre de l'Intérieur, M. Macron est sorti de ce qu'il appelle l'arc républicain. Lui-même. Est-ce que vous dites là que la France n'est plus une démocratie? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou peut-être n'a jamais été. Enfin, encore faut définir ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est un idéal type au sens de Max Weber. La France, comme d'ailleurs la plupart des démocraties, ont quand même eu toujours de gros problèmes, de gros manquements par rapport à l'idéal démocratique. Mais la France, par exemple, pendant les années 1950, était une démocratie, en l'occurrence une démocratie parlementaire, avec des avantages et des inconvénients, notamment l'instabilité ministérielle. Mais simultanément, la France sortait complètement de la problématique démocratique dans sa répression des luttes anticoloniales, et notamment de la guerre d'Algérie, avec un recours massif à la torture. De la même manière, la Grande-Bretagne n'a pas cessé d'être un régime parlementaire de type démocratique, mais qui a violé allègrement les droits de l'homme au Kenya, en Malaisie et même en Irlande pendant toutes les années 1960, 1980. Bon, donc le problème est ce n'est pas, si vous voulez, de caractériser comme ça de manière essentialiste démocratie, pas démocratie. Mais ce qu'il faut voir, par exemple, c'est que la France aujourd'hui viole de manière de plus en plus systématique des libertés publiques, hein, en remettant en cause le droit de manifestation, en utilisant, en ayant un usage disproportionné des forces de l'ordre. Les Nations Unies, le Conseil de l'Europe l'ont souligné. Nous sommes condamnés pour cela. Nous sommes condamnés pour cela. Donc, Emmanuel Macron, qui est responsable de cela, ne serait-ce que parce que c'est lui qui nomme le ministre de l'Intérieur, le préfet de Paris et la première ministre, Emmanuel Macron est sorti de cet arc républicain dont il s'arrogeait le monopole
monopole de la définition lors des élections législatives, quelques semaines après son élection présidentielle. N'oubliez pas que Macron, qui était très content d'empocher les voix de la France insoumise, et je vous dis tout de suite que je ne suis pas France insoumise, hein, mais Emmanuel Macron, qui était très heureux d'empocher les voix on a vu de la entre France les deux insoumise, tours, il y a eu opération sélection. pendant la campagne législative, Bien a dit sûr. que la France insoumise ne faisait pas partie de l'arc républicain. Oui, on a suivi tout ça effectivement ici. Et justement, tout ça, ce que vous dites, c'est connu. Est-ce que, enfin, le fait que, parce que vous attendez quand même longuement sur la question de la répression dans notre pays, c'est un large sujet, parce que la répression, elle peut être autant physique que judiciaire. On l'a d'ailleurs traité sur ce plateau plusieurs fois, un contexte qui est déjà fortement dénoncé dans plusieurs pays, à travers des organisations de défense des droits de l'homme, vous l'avez cité, mais aussi les Nations Unies, ou le Conseil de l'Europe, on l'a dit tout à l'heure. Tout ça est connu. Pourquoi c'était si important de le rappeler, puisqu'on en parle quand même très souvent? Est-ce qu'on peut craindre une évolution vers du pire encore? Elle est sous nos yeux. Parce que là, vous parlez quand même, et je pense qu'il faut ouais. véritablement tirer la sonnette d'alarme, parce que l'opinion française n'est pas suffisamment consciente de Ah, vous pensez qu'elle n'est pas assez consciente? Bien entendu. D'ailleurs, y a-t-il eu... enfin, j'imagine qu'il y a 10 ou 20 ans, une attaque aussi frontale contre la Ligue des droits de l'homme aurait suscité des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues. Là, vous pensez là, que il y a eu des c'est protestations, passé? mais c'est quand même assez largement passé comme une lettre à la poste. Les Jeux Olympiques sont en train, qui n'ont jamais été approuvés par les lecteurs parisiens, soit dit en passant. Oui, quand vous vrai. venez de Suisse, vous hallucinez. Hein. Les Valaisans ont réussi à refuser les JO. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, à la faveur des Jeux Olympiques, le gouvernement français est en train de faire passer la reconnaissance faciale. Le préfet Nunes nous disait que non, il n'y a pas très longtemps, en disant que non, finalement, on ne le fera pas. Mais en même temps, d'autres des choses montrent que oui. Ça a été adopté dans la loi relative à la sécurité des Jeux Olympiques. Ouais, et vous savez très bien que toutes les mesures qui sont prises à titre exceptionnel, comme par exemple les mesures législatives prises dans le cadre de l'état d'exception, dans le contexte du terrorisme que vous connaissez, ont été versées dans le droit commun. Il en sera exactement de même. Donc vous avez une sous-estimation de la part de la population française du risque que fait peser non seulement l'orientation conservatrice, en restant poli, de ce gouvernement, mais également l'évolution des technologies. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en prenant leur Vélib... on est peu sollicité aussi sur ces questions en tant que population. Bien sûr, Suisse, mais c'est ce que notre bon vieux Labo ici appelait la servitude volontaire. Et la France aujourd'hui se met le collier autour du cou sur un mode très largement consumériste. Je vais vous raconter une anecdote. Mes parents étaient de droite, très à droite. Bon. Pas extrême droite, mais très à droite. Lorsque Charles Pasqua a fait adopter la carte d'identité infalsifiable, ils étaient scandalisés. Leur raisonnement, c'était de dire, pendant la guerre, avec une carte de ce genre, on était fichus. Donc pour des gens de droite dans les années 1980, le droit d'avoir des faux papiers était un droit fondamental. Vous imaginez la dérive ? C'est vrai que là, depuis cette temporalité, depuis 2023, évidemment, vos parents, j'imagine, ne comprendraient pas forcément ce qui pourrait advenir. Ou malheureusement, ils voyaient... Ou alors ils étaient peut-être plus... Oui, non, ils étaient parfaitement lucides. Ils étaient parfaitement lucides. Effectivement. Vous dites aussi, tout à l'heure, vous parliez de Viktor Orban, etc. Dans votre papier, vous dites que Macron n'est ni un Poutine, ni Modi, plus précisément, mais vous comparez volontiers sa politique à celle de Viktor Orban, le Premier ministre de Hongrie, et vous dites, c'est-à-dire appliquer le programme de l'extrême droite, c'est mon avant-dernière question, pour éviter son accession au pouvoir de l'extrême droite. Oui, alors c'est exactement il appliquerait aujourd'hui à travers. Je voudrais rappeler à vos auditeurs que Orban n'était pas de l'extrême droite. Orban était de la droite conservatrice. Tout à fait, ouais. Et il a mis en œuvre cette politique pour saper le parti. Il est devenu d'extrême droite, de fait. D'extrême droite. Oui. Bon. Et Macron, qu'il le veuille ou non, est dans la même logique, puisqu'il y a un point où c'est tout à fait clair, la question de l'immigration
d'immigration. Il a une politique en matière d'immigration qui est plus dure que celle de Sarkozy. Sa politique d'immigration est exactement de la même nature que celle de Salvini en Italie. Alors qu'ils disaient, mais Salvini, c'est un horrible populiste, moi je vais défendre aux européennes les valeurs de l'Europe libérale, etc. Mais sa politique est exactement de la même nature. Et aujourd'hui, son ministre de l'Intérieur blâme Madame Meloni parce qu'elle est incapable d'avoir une politique d'immigration anti-migratoire suffisamment rigoureuse. Donc on voit très bien que d'ores et déjà, Macron met en œuvre une politique liberticide, attentatoire des droits humains les plus fondamentaux dans le domaine de l'immigration. Et là, il applique le programme de Marine Le Pen. D'ailleurs, Darmanin lui-même, dans son débat avec Marine Le Pen, lui avait reproché d'être beaucoup trop molle. Mais je voudrais peut-être revenir à un point qui est plus important. On parlait de l'illibéralisme, ce n'est pas mon concept. Moi, ce que j'essaye de montrer, alors je n'ai pas pu en parler dans la tribune, faute de temps et de place, mais c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, L'énergie de l'État. Macron, comme Sarkozy, c'est un national-libéral. C'est-à-dire libéral pour les riches et national pour les pauvres. Et ce que je nomme le national-libéralisme, c'est un concept que je développe depuis grosso modo de 2004. Ce que je nomme le national-libéralisme, si vous voulez, c'est... Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que il n'y a pas de débat en France là-dessus. C'est en fait une espèce de synergie depuis le milieu ou le début du 19e siècle entre trois logiques que l'on postule comme étant contradictoires. Vous avez une logique d'intégration du monde, ce qu'on appelle la globalisation, et qui elle-même est très contradictoire. Vous avez une intégration du marché des capitaux beaucoup plus poussée que celui des biens de consommation et, bien entendu, beaucoup plus poussée que celui du marché international de la force de travail. Le deuxième sommet du triangle, c'est l'universalisation de l'État-nation comme mode de domination légitime. Et vous avez un troisième sommet du triangle, ce sont les consciences politiques identitaristes, culturalistes, éventuellement racistes. Et cela fait système ensemble. Et si vous prenez, par exemple, 1848, c'est à la fois le libre-échange et le printemps des peuples. Et naturellement, le modèle de l'État-nation. Oui. Si vous prenez la chute de l'Union soviétique en 1991, c'est le nationalisme de Poutine, c'est le libéralisme sauvage, et c'est une définition ethno-religieuse de la citoyenneté, l'orthodoxie. Et c'est absolument ce triangle que nous devons comprendre. Et Macron, mais comme Sarkozy, est tout à fait dans cette triangulation. D'un côté, il va voir Philippe de Villiers, le Puy du Fou. Il flatte notre Jeanne d'Arc nationale. Et d'un autre côté, naturellement, il est aujourd'hui à Choose France, en français dans le texte. Oui. Et on voit, et à Versailles. Oui, et à Versailles, voilà. Vous avez entièrement raison. Et on voit très bien comment Macron est un pur produit de ce triangle qu'il ne connaît. Qu'il ne comprend certainement pas et qu'il ne connaît pas. Et ce que je regrette aujourd'hui dans le débat politique français, c'est que on continue à poser comme contradictoires des logiques qui en réalité sont profondément congruentes et qui s'inscrivent dans un moment historique de basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Narendra Modi, en Inde, mais que Macron va inviter comme invité d'honneur au 14 juillet. Le 14 juillet. Qui est un pogromeur, c'était reconnu comme tel, qui est en train d'exclure du corps politique les dizaines de millions d'Indiens musulmans. Eh bien, Macron est lui aussi un national-libéral. Sa politique économique, notamment quand il était Premier ministre du Gujarat, est outrancièrement néolibérale. Et dans le même temps, c'est un organisateur de pogroms et de purification ethnique. Et quand Macron... Je ne veux pas faire de procès d'intention, et contrairement à ce que vous pourriez penser, je suis très modéré dans mon analyse, mais quand vous voyez cette vidéo, incompréhensible d'ailleurs, un peu style un peu Netflix, où Macron, alors il y a des vues comme ça de Macron au G8, etc., ou au G20, et il s'approche et dit « Cher Narendra ». Mais non, on ne peut pas dire ça. On peut recevoir Monsieur Modi, parce qu'il est effectivement le chef d'État légitime électoralement d'un grand pays, la France a des intérêts
intérêts là-bas, etc. Mais il y a quand même des gestes symboliques, il y a un quant à soi à respecter. Et l'accueil de Modi comme invité d'honneur, c'est exactement la réplique de l'accueil de Kadhafi par Sarkozy. Oui, oui. Et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement gênant, où l'on voit que Macron est aux antipodes de ce que l'on appelle la démocratie. Ce qui n'était pas le cas d'un type comme Chirac. Chirac, on pouvait contester sa politique, mais il avait un sens du rapport de force politique, il avait un sens des sensibilités de la société française. Oui, bon, et il n'était pas fasciste. Ma dernière question, ça va être celle-ci. Donc sur le terrain qui est celui un peu de prédilection de votre côté, l'international. Hein, vous avez beaucoup écrit sur l'Afrique, continent tragiquement lié à l'histoire de France, on le sait tous, et plus précisément sur le Cameroun. Ici, vous écrivez sur la France macroniste, mais depuis aussi à l'international, depuis la Suisse, tout le monde sait et observe. Alors on en parlait tout à l'heure, ça fait les choux gras de la droite, mais une forme de déclin, tout du moins des anciennes puissances européennes sur plusieurs points, même si on ne pourra pas aborder ça maintenant, mais ma question, c'est celle-ci. Est-ce que le destin politique français, que là, vous dépeignez de manière un peu négative, hein, on le comprend, a encore une répercussion notable à l'international? Est-ce que c'est important, l'image de la France à l'international? Est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est lu? Est-ce que c'est important, l'impact, etc. Pour finir. C'est très largement un amour déçu. Et ce qui arrive à la France en Afrique, elle l'a bien cherché. Les spécialistes de l'Afrique, dont je suis parmi beaucoup d'autres, tirent la sonnette d'alarme depuis 20 ou 30 ans. La politique en matière de visa est une machine à détruire la présence ou l'influence ou l'attractivité de la France, appelons ça comme on veut. Mais très largement, on voit bien d'ailleurs que lorsque la France prend une position de politique étrangère un peu originale, un peu équilibrée. Je pense par exemple à la position de Chirac au moment de la guerre d'Irak, ou dans les relations entre Palestiniens et Israéliens, où il a poussé ce fameux coup de gueule contre les flics israéliens. Vous avez immédiatement une espèce de résurgence du prestige de la France. Ouais. Le problème, c'est que la France, depuis maintenant une vingtaine d'années, a une politique étrangère qui maximise des inconvénients. Et c'est si on prend la politique, et je sais que tous vos auditeurs ne seront sans doute pas d'accord avec mon analyse, mais bon, si on prend la politique de Sarkozy puis de Macron à l'égard de Poutine, c'était complètement irresponsable. Et personne, ils n'ont pas vu venir les événements ukrainiens. Il y a eu quand même la Géorgie, il y a eu la Crimée, et tout cela et bien des analystes de la Russie le comprenaient à l'époque. Hein. Je voudrais peut-être, puisque vous m'interrogez sur l'international, quand même avoir un mot sur la Turquie, puisque le résultat des élections hier est quand même très préoccupant pour les questions que vous avez bien voulu aborder avec moi. J'ai donc quand même une pensée pour tous les prisonniers politiques en Turquie. Je n'en citerai que deux, Demirtas, le leader du parti parlementaire kurde, ou Osman Kavala, qui a été condamné à la prison à vie, alors même que le Conseil de l'Europe demande sa libération immédiate. Mais derrière ces deux figures emblématiques, vous avez des milliers de Turcs qui ont été emprisonnés ou qui ont été privés de leurs droits civiques, de leur emploi, etc. Donc là, il y a une partie qui se joue, qui est absolument dramatique. Et ce que je déplore, et ce que je déplorais déjà au début des années 2000, c'est qu'au fond, la Turquie, en Europe, on l'aime bien quand elle est méchante. C'est-à-dire quand elle est antidémocratique. Parce qu'elle fait le sale boulot. Pendant la guerre froide, elle luttait contre les communistes, les gauchistes et tous ces trucs-là. Et puis aujourd'hui, elle endigue les migrants. Alors, et en plus, elle a l'avantage de ne pas être respectable. Donc évidemment, on prend un air désolé en disant, mais vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer dans notre club si démocratique, si pur, etc. Parce que voilà, vous êtes vraiment brutaux et orientaux. Bon. Et malheureusement, c'est la politique que nous avons suivie. La responsabilité de Sarkozy a été absolument écrasante. Mais nous nous sommes toujours posé la question du coût de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, sans jamais nous interroger sur ses avantages, et surtout sans jamais nous interroger sur le coût de sa non-adhésion. Et bien aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons à Ankara un président complètement, qui défend
défend de manière éhontée les intérêts, ce qu'il croit être les intérêts nationaux au sens le plus étroit du terme, qui naturellement bafoue la démocratie et qui s'allie avec Poutine, ce qui n'est pas franchement les intérêts bien compris de l'Union européenne. Donc voilà un très bel exemple de gâchis diplomatique du fait d'une certaine incompétence de la part de nos dirigeants successifs. Bien, merci beaucoup Jean-François Bayard d'être venu aux médias pour répondre à mes questions aujourd'hui. Merci à vous de votre hospitalité. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de L'énergie de l'État aux éditions La Découverte. Oui, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, c'est un livre personnel, mais c'est aussi un livre qui représente tout un courant de compréhension du système international et des sociétés politiques étrangères. Et c'est un livre, si vous voulez, dans lequel pourraient se reconnaître bien des chercheurs que vos auditeurs connaissent. Bon, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont un peu trop nombreux. Et j'espère que ce genre de lecture, pas simplement l'énergie de l'État, mais les travaux de mes collègues spécialistes de sociologie politique à l'international sont de nature, ces lectures sont de nature à mieux comprendre le monde difficile dans lequel nous vivons. Le message est passé. C'est peut-être l'occasion d'une prochaine invitation pour en parler avec merci plus beaucoup, de détails. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Avant de vous laisser, il est important de vous rappeler, bien sûr, que si le média existe et que si nos programmes sont accessibles gratuitement ainsi, c'est grâce à vous qui partagez nos vidéos et aussi qui les financez. Donc merci pour cela. Pour les autres, n'hésitez plus. Rendez-vous sur lemediatv.fr pour vous abonner librement, sans engagement, des 5 € par mois afin de faire vivre la première chaîne d'infos indépendante du pays. C'est important de le souligner. Aussi, vous le savez, nous sommes dans une campagne qui vise à faire débarquer le média à la télévision. Notre dossier a été déposé auprès de l'Arcom, mais des réticences persistent chez certains opérateurs de box qui ne trouvent pas notre modèle économique, c'est-à-dire 100 milliardaires en coulisses, pas viable. Alors on vous invite à montrer le contraire, puisque nous avons lancé une pétition dont l'objectif est de démontrer le contraire, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes en France, voire des centaines de milliers de personnes, qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat autre que CNews et BFM TV, comme le média du coup. Plus de 32 000 signatures déjà, merci beaucoup. On continue de se mobiliser, signez et faites signer vos proches. Rendez-vous sur unetélépourvous.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie encore et vous dis à bientôt.